Bon, bienvenue dans le grand cirque financier, le seul spectacle où, à la fin, on ne sait plus très bien qui sont les clowns et qui sont les pigeons dans le public. Aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans ce bordel ambiant, cette économie post-moderne où la valeur d'un truc n'a plus rien à voir avec son utilité, mais tout à voir avec le bruit qu'il fait sur Internet. Alors, attachez-vous parce que ça va secouer un peu. On va commencer par le b.a.-ba. La question à 1 million, celle que tout le monde croit connaître par cœur. Est-ce qu'une simple tulipe peut vraiment valoir le prix d'une maison? La réponse qu'on nous sert depuis des générations, c'est un grand oui. Pourquoi? Parce que les gens sont des abrutis, avides et complètement stupides. C'est l'histoire qu'on se raconte pour se sentir plus malin, pour se dire « Ah, nous, on se ferait jamais avoir comme ces pauvres Hollandais du 17e siècle. » Sauf que cette petite fable bien pratique, c'est de la pure connerie. Un mythe de A à Z. Une histoire pour endormir les enfants qui cache une réalité beaucoup plus fine. Et surtout, bien plus d'actualité. La vérité, c'est que la soi-disant folie des tulipes n'avait quasiment rien à voir avec le carnage qu'on nous a dépeint. Allez, c'est parti, on plonge dans cette farce. On va démonter ensemble comment le mythe fondateur de toutes les bulles financières est en fait une gigantesque arnaque intellectuelle. Et vous allez voir, tout ça, ça nous ramène à une histoire de miroir et de vieux bauges qui voulaient juste se la péter. Voilà notre premier protagoniste, Adrian Pauw. Faut vous imaginer le tableau. Le type, c'est l'équivalent du premier ministre hollandais dans les années 630. Et, détail qui a son importance, il est plein à craquer. Mais quand je dis plein, c'est archi-blindé. Et comme tous les nouveaux riches de l'histoire, son unique obsession, c'est de le montrer, de flamber, de prouver à la face du monde qu'il avait la plus grosse fortune. Et pour frimer, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Adrien? Il a créé un jardin de tulipes. Mais attention, pas le petit jardin de Pépé. Au beau milieu, il a planté une petite poignée de bulbes rarissimes, les trucs qui valaient une blinde. Le problème, c'est que même pour un mec comme lui, en remplir un jardin entier, c'était juste impossible. Alors il a eu une idée. Une idée de génie ou de parfait connard, ça dépend du point de vue, il a fait installer des miroirs absolument partout. Le but, créer une illusion d'abondance infinie. Pour que ses invités, en se baladant, se disent « Putain, ce mec possède des milliers de ces fleureurs de prix ». Ce n'était pas un portefeuille d'investissement, c'était une mise en scène, du pur spectacle pour en mettre plein la vue. Et c'est là que tout le mythe s'écroule. La légende, elle nous parle d'une folie collective, de tout un peuple de spéculateurs qui serait devenu complètement taré. La réalité, c'était juste les caprices de quelques riches, comme Pauw. Ce n'était pas de la pure cupidité stupide, c'était une bulle de consommation de luxe. Et soyons honnêtes 2 minutes, si toute la haute société est prête à claquer des fortunes pour des fleurs, est-ce que c'est vraiment si con d'investir dans les bulbes qui les produisent? Pas si évident. La folie, elle était surtout du côté des acheteurs finaux, pas forcément des investisseurs. Alors, si c'est une connerie, d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, elle vient principalement de ce monsieur, Charles Mackay, un journaliste de l'époque victorienne qui a écrit un best-seller sur les délires populaires extraordinaires. Un livre sympa à lire, très divertissant, mais surtout complètement pété. C'est lui qui a pris un petit phénomène de marché de luxe et qui l'a transformé en une grande fable morale sur la bêtise de l'humanité. Et le plus savoureux dans cette histoire, c'est que notre grand expert autoproclamé des bulles financières, c'est lui-même s'est fait défoncer. En pleine bulle des chemins de fer dans les années 1840. Juste après avoir sorti son bouquin, il était là à rassurer ses lecteurs. Non, tout va bien, il ne faut surtout pas s'inquiéter de la spéculation légitime. Résultat des courses, la bulle a explosé juste après en lui pétant la gueule. Ça prouve bien une chose, ceux qui prétendent savoir repérer les bulles à tous les coups sont souvent les premiers à se faire plumer. Bon, assez parlé de ces vieux cons, revenons à notre époque, où le jardin de miroir est devenu planétaire et numérique. Bienvenue dans le grand cirque financier moderne, l'économie du vide, où la frime d'Adrien Pauw est devenue la norme pour absolument tout le monde. Avant, la finance, soyons clairs, c'était chiant à mourir. On parlait d'actifs, d'actions, d'obligations, des trucs basés sur des calculs, des perspectives de cash flow futur. C'était des maths, de la logique, plus ou moins. Maintenant, tout ça, c'est bon pour le musée. L'économie est devenue surréale. On a des crypto-monnaies qui ne génèrent pas un centime de cash et des meme stocks dont le prix n'a plus aucun, mais alors aucun rapport avec la santé de l'entreprise. La logique, on l'a jetée à la poubelle et on l'a remplacée par la hype des réseaux sociaux. C'est quoi au juste un meme stock? C'est l'incarnation parfaite du jardin de miroir de Power. C'est simple. Le prix d'une action comme GameStop, par exemple, monte uniquement parce qu'une armée de mecs sur Reddit a décidé qu'il allait monter. Ça pousse d'autres gens à acheter, ce qui, mécaniquement, fait monter le prix. Et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin qui se nourrit de lui-même. Il n'y a plus aucune substance, juste le reflet de la croyance collective qui se regarde dans le miroir. Oui, évidemment, si on parle d'économie du vide, on est obligé de parler du roi, du maître, du chef-d'œuvre de l'absurdité financière. Parlons de Bitcoin. Cet échec technologique total qui est devenu, contre toute attente, un véritable culte religieux.
Regardez-moi cette escroquerie. La promesse initiale de Bitcoin, c'était de faciliter les transactions, de garantir l'anonymat, de nous libérer des banques. La réalité, c'est lourd, c'est horriblement cher, c'est lent, ce n'est pas du tout anonyme, mais pseudonyme, et au final, tout le monde passe par des plateformes d'échange géantes qui sont juste de nouvelles banques en moins régulées. C'est un échec sur absolument toute la ligne. Le truc est tellement à chier que même les criminels, qui étaient sa cible de départ, n'en veulent plus. Et malgré cet échec, mais monumental, ce truc a atteint presque 70 000 $ pour une technologie qui a lamentablement foiré tous ses objectifs de départ. Se demander si ce prix est juste, ce n'est même plus la bonne question. C'est comme demander si le reflet dans le miroir a bon goût. Ça n'a aucun sens. Et ça ne s'arrête pas au Bitcoin. L'historien des bulles, Andrew Odlyzko, a parfaitement résumé le délire. Dans le monde des cryptos, tout le pognon part dans la pub, le marketing, le sponsoring de stade. On paye des stars de ciné pour nous dire que c'est le futur. Et pendant ce temps-là, la sécurité technique de base, le fond du truc, est, et je le cite, risiblement faible. L'apparence, le bruit, le bling-bling, c'est tout ce qui compte. La substance, on verra plus tard. Ou jamais. OK, mais alors quel est le moteur qui fait tourner toute cette machine? Qu'est-ce qui alimente ce grand générateur de vide financier? La réponse, vous allez voir, est à la fois complètement débile et absolument terrifiante. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut trouver l'équivalent parfait de ces actifs financiers surréels dans le monde réel. Et cet équivalent, le voilà, le chocolat de Dubaï. Une bête barre de chocolat fourrée à la pistache et à la pâte philo, qui est devenue virale il y a quelque temps. C'est juste une friandise, hein? Pourquoi ce truc a explosé du jour au lendemain? Pour 3 raisons très simples. Et aucune, je dis bien aucune, n'a de rapport avec le goût. Premièrement, Dubaï, ça sonne exotique, ça fait rêver. Deuxièmement, le truc est super croquant, ce qui pousse les influenceurs à faire des grimaces débiles en le mangeant. Et surtout, troisièmement, le contraste entre le vert pétant de la pistache et le marron de chocolat est ultra photogénique. Ça pète à l'écran. C'est le triomphe absolu de l'apparence sur la substance. Alors, revenons à nos moutons. Quelle est la technologie vraiment révolutionnaire qui a rendu possible cette ère de la superficialité financière? Qu'est-ce qui a permis au jardin de miroir de Powell de devenir global? La réponse, ce n'est pas la blockchain. La vraie révolution technologique, c'est ce putain de smartphone qu'on a tous dans la poche. C'est la combinaison mortelle des réseaux sociaux, qui crée la hype, et des applis de trading qui permettent de parier sa maison en 3 clics à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et le plus souvent, avouons-le, depuis les chiottes. Et la science le prouve. Des études, comme celle de Barber et Odéan, le manquent depuis les années 90, bien avant les smartphones. Plus un investisseur particulier trade, plus ses rendements sont minables. Le trading impulsif, c'est la recette garantie pour le désastre. Alors ajoutez à ça le carburant des réseaux sociaux, une source inépuisable de décisions de merde. Les groupes en ligne créent des chambres d'écho qui rendent les gens à la fois trop confiants et complètement polarisés. On finit par se prendre pour un génie de la finance juste parce que 10 000 autres abrutis en ligne pensent exactement la même chose. Et voilà! La boucle est bouclée. On est revenu à notre point de départ. On est de retour dans le jardin d'Adrienne Pau. Sauf que cette fois, les miroirs, ce sont nos écrans. Et les tulipes hors de prix, ce sont des jetons numériques sans aucune valeur intrinsèque. Voilà la conclusion de toute cette histoire, le grand enseignement de ce cirque. Dans ces nouveaux recoins de la finance, la frontière entre l'illusion et la réalité a tout simplement disparu. Ce qui compte, ce n'est plus la substance, la valeur réelle, le cash flow, non. Ce qui compte, c'est l'apparence, le bling-bling, le buzz. C'est une quête sans fin d'approbation sociale, un peu comme un influenceur qui chasse les likes. Alors, la prochaine fois qu'on tombe sur un post qui vante une crypto révolutionnaire ou un meme stock qui va exploser, il faut juste prendre 2 secondes et se poser la question. Est-ce qu'on est en train d'acheter une vraie fleur, un truc solide avec des racines, ou est-ce qu'on est juste en train de tomber amoureux d'un joli reflet dans un miroir?